Bonjour, je m'appelle Karim Genouni et vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Génération Kairos. L'objectif de ce podcast est de décortiquer et partager les histoires inspirantes des modèles de réussite au Maroc et dans le monde, dans tous les domaines. Le Kairos est un concept d'origine grecque qui signifie le moment propice, l'instant T où il faut saisir l'opportunité, avant et trop tôt et après trop tard. Mes invités sont des entrepreneurs ou des leaders dans leur domaine qui ont à force d'effort su reconnaître et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, j'ai le grand plaisir d'être avec Leila Slassi. Leila, bonjour. Bonjour Karim. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi surtout. Grand plaisir. J'ai écouté ton travail avec beaucoup d'admiration et je trouve ton initiative extraordinaire. Bravo pour ça. Eh bien, écoute, ça nous fait, je te remercie du fond du cœur et ça nous fait peut-être un point en commun qui va faciliter un peu cette conversation confinée à confinée. J'espère d'ailleurs que cette période se passe bien, de manière générale pour toi. Alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah. Eh bien, écoute, je vais te présenter rapidement avant qu'on démarre. Donc, tu es avocate d'affaires et cofondatrice du cabinet Africa Advisors. Donc, oui. C'est un cabinet d'avocats reconnu sur la place marocaine, et même parisienne et africaine. C'est un cabinet, disons-nous, d'avocats, voilà, avec plusieurs spécialités juridiques, fiscales, même stratégie et parfois même du lobbying, de ce que j'ai cru comprendre. Exact. Je vais revenir avec toi dans cette petite présentation sur les différents éléments qui m'ont motivé à te contacter pour faire ce podcast avec toi. Il y a tout d'abord la passion du droit des affaires que je trouve moi très intéressante. J'aimerais bien savoir comment tu t'es découvert et puis comment tu l'as nourri et jusqu'à arriver là où tu es. Pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que c'est vraiment un exercice intellectuellement d'analyse et de synthèse que je trouve très challenging. Plus les couches d'argumentation, de techniques de persuasion que j'aime bien. Donc là, tu nous révéleras tes petits secrets. Avec plaisir. Alors, tu es également entrepreneur ou pourrions dire intrapreneur, je ne sais pas. J'aimerais bien savoir comment et dans quelles conditions Africa Advisors s'est créé. Et puis a pu créer sa petite place. Et je crois même en 3 ans a remporté donc les trophées du droit. Donc quand même une nette reconnaissance de la place que prend ce cabinet. Et en filigrane, tu as développé une personnalité avec une empreinte panafricaine. Donc parce que tu es membre du board de la société d'investissement Outliers Ventures. Yes. Donc là, c'est un peu le lien que j'ai fait avec le côté panafricain. Oui. Donc, tu as un long CV, ça va demander un peu du temps tout ça. Hein. Non, mais pourquoi j'ai aimé te recevoir? Parce que j'ai trouvé que tu es une femme inspirante. Tu fais partie de cette jeune génération au Maroc qui est inspirante. Alors, avec 2 facettes. Donc, on a le jour, le tailleur, donc ou la toge de l'avocat. Donc, c'est le côté business, parfois sous l'œil des médias et des caméras. Oui. Et un côté un peu plus grunge, jean basket, citoyenne militante, voire politique. Politique parce qu'il y a Tafra qui est aussi en filigrane, je vais y arriver, et que tu es prête à aller sur le terrain, donc une femme d'action aussi, aller sur le terrain, donc défendre des causes, donc toujours dans l'esprit de l'application de la loi. Donc la loi est un sujet qui te tient à cœur. Contre les violences faites aux femmes, avec le collectif Messaktiach, que tu as créé. Donc un collectif d'une 12aine de personnes simplement et des actions coup de poing, prise de parole audacieuses pour dénoncer des affaires de viol, de meurtre ou de harcèlement de rue. Donc ça, c'est une occupation, je dirais, du terrain par l'action, et tu as une occupation du terrain aussi intellectuelle avec le think tank Tafra, donc plutôt politique avec une promotion de l'état de droit et des valeurs démocratiques au Maroc. Tu as bien fait le travail de recherche. Écoute, on se débrouille. Avec les moyens du bord. Mais j'ai essayé un petit peu de te présenter en quelques mots et je te laisse maintenant la parole, chère Leila, si tu peux te présenter. Merci beaucoup, Karim. Oui, donc je m'appelle Leila Slassi, j'ai 36 ans.
Je suis aujourd'hui, je dirige le cabinet Africa Advisor, qui est un cabinet tout jeune que j'ai créé il y a moins de 5 ans et qui aujourd'hui compte une douzaine de collaborateurs et qui produit du conseil en droit des affaires, en fiscalité. On fait du lobbying également, notamment grâce à mon associé Tata Alboretti. Et nous faisons aussi, depuis cette année, nous avons accueilli un ami que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans le cadre d'un dossier pour développer également un conseil financier qui est, disons, étroitement lié à nos missions de conseil juridique. En fait, la philosophie du cabinet, c'est d'être un one-stop shop, comme on dit, c'est-à-dire essayer de couvrir les besoins de nos clients qui sont très souvent transverses. Contrairement à d'autres places, dans le monde, le Maroc est un pays où, disons que le conseil juridique est très rarement, et malheureusement, très rarement entre les mains de directeurs juridiques dans les grandes structures. Rares sont les structures qui ont des directeurs juridiques. Et souvent, donc, nos interlocuteurs sont des directeurs généraux ou des DAF qui ont des questions qui vont au-delà et qui ont des besoins qui vont au-delà du droit. Et je pense que c'est très important de pouvoir couvrir et de pouvoir comprendre leurs problématiques de manière transverse pour complètement répondre à leurs besoins. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire en nous ouvrant. Donc, on n'est pas des spécialistes, on est d'excellents généralistes et on aime bien affirmer cette identité de généraliste. Et on sait très bien creuser des questions assez pointues, mais on aime bien prendre de la hauteur sur les problématiques et les analyser sous plusieurs angles. Donc ça, c'est pour le cabinet, une grande fierté. Alors, c'est à la fois une aventure entrepreneuriale et je pense qu'elle n'aurait pas pu voir le jour si j'avais pas eu un soutien vraiment précieux et vraiment clé du cabinet d'avocats dans lequel j'exerçais à Paris en tant qu'avocate, Mayer Brown. En fait, mon parcours est assez basique et classique. J'ai fait mes études de droit à Paris. Alors avant d'aller vers les études de droit, si tu permets. Oui. Tu es né à Rabat, je crois. Yes, je suis née à Rabat. Alors, dis-nous juste quelques mots sur, si tu veux bien, sur ton enfance, que faisaient tes parents. Oui, j'ai eu une enfance très heureuse. Alhamdoulilah, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai des parents qui sont entrepreneurs également, tous les deux. Donc un papa, Allah yarhamou, qui était industriel dans le textile. Une maman extraordinaire qui est pharmacienne et biologiste, qui continue d'exercer aujourd'hui. Et puis j'ai grandi dans une maison de femmes. J'ai 3 sœurs, on est 4 filles, pas de frères. J'ai grandi dans une maison où nous étions 9 femmes, un homme, mon papa. 9 femmes, c'était donc mes sœurs, ma mère, une tante extraordinaire qui vivait à la maison, ma grand-mère, Allah yarhamha, également, qui vivait avec nous à la maison. Voilà, une ambiance très féminine, très apaisée, vraiment une enfance joyeuse et puis beaucoup de liberté de nous affirmer. Et sur les 4 sœurs, nous sommes toutes extrêmement différentes. C'est pour ça que sur ton compte Twitter, tu revendiques que tu es féministe depuis 1985, je crois. Depuis ma naissance, depuis 84. Oui, oui, j'ai grandi dans un environnement féminin où franchement, j'ai pris conscience de cette discrimination à l'égard des femmes dans notre société que très très tard, parce qu'elle n'existait pas du tout dans l'environnement dans lequel j'ai grandi. J'en ai vraiment pris conscience finalement vraiment en intégrant le monde professionnel, mais pas du tout avant. Et voilà, donc des femmes qui m'ont entourée, qui sont toutes extrêmement différentes, libres, ambitieuses et créatives. Donc je crois que tu fais le lycée Descartes, c'est ça, donc toujours oui. Rabat. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu as déjà les éléments qui se dessinent pour ta future vocation? Oui, je pense que oui. Je pense qu'ils sont apparus très tôt.
En fait, les deux casquettes, la casquette d'avocat est apparue très tôt puisque je me suis toujours présentée pour être déléguée de classe. J'ai été déléguée de classe quasiment tout mon collège et tout mon lycée. J'aimais beaucoup cette idée de prendre la défense de mes collègues et de mes camarades, essayer de comprendre leur situation et les défendre au mieux. Ça, c'est quelque chose qui a toujours fait partie intégrante de mon identité. J'aimais pas les clans, j'aimais pas l'haqra, de manière générale, très tôt. Donc, je me suis très souvent élevée contre ça, même très jeune. Et puis, la partie, disons, société civile aussi, puisque j'ai une maman qui est militante et très tôt, elle m'a intégrée dans des associations, elle m'a fait faire des manifs. Ah oui, à quel âge? Je sais plus. Mes premières manifs, c'était, je vais avoir 10 ans. J'ai fait la grande manif féministe à l'époque. Bon, tout le monde s'en souvient, des progressistes à Rabat et des conservateurs à Casa. Donc, j'avais fait celle-ci. Elle m'a vraiment marquée. On allait également faire des manifs. À l'époque, c'était pour les droits des Palestiniens. Voilà, donc maman me traînait avec elle dans ces aventures. Elle était également membre d'une association qui essayait de lutter contre le cancer et notamment des enfants. Et donc, je passais du temps à jouer avec les enfants atteints du cancer, soit à l'hôpital, soit à la Maison de l'Avenir, qui était une maison qui avait été créée par l'association Avenir pour accueillir les enfants et leurs parents pendant la durée de leur traitement. Donc ça, toute mon enfance a été marquée par à la fois le goût de vouloir défendre les autres et à la fois une implication assez directe dans les problématiques de notre société. Très bien. Donc là, tu pars pour Paris pour donc entamer tes études de droit. Ouais, à l'époque, c'était assez, disons, innovant comme démarche. On était à l'époque, on était en 2002 quand j'ai dû faire ce choix. Et à l'époque, il n'y avait pas tous ces cabinets d'avocats d'affaires. À l'époque, l'avocat, c'était l'avocat qui exerçait en solo dans son cabinet, qui allait au tribunal, qui plaidait en arabe, voilà. Donc, on était, je pense, à l'époque au lycée Descartes, 3 ou 4, c'est tout, à s'orienter vers des études de droit à la fac. Les autres choisissaient les filières plus classiques d'école de commerce, prépa. Et j'avais beaucoup hésité à l'époque entre essayer de tenter le concours de Sciences Po ou intégrer la fac pour faire mon droit. Et puis, je me souviens de cette tante qui m'a dit, écoute, forme-toi d'abord pour avoir un métier. Et ensuite, la politique, on verra. Et ce conseil m'a marqué. Du coup, je me suis dit, OK, je vais former pour avoir un métier. Mon métier, ça va être avocate. Et puis ensuite, la politique, on verra. Et voilà. Donc, c'est comme ça que je me suis inscrite à la Sorbonne pour démarrer mon cursus et ma formation juridique. Très bien. Donc là, juste une petite question sur les spécialisations qui t'étaient offertes et pourquoi tu as choisi le droit des affaires en particulier. Parce que là, c'est une discipline qui s'éloigne un peu de ton souci ton souci de justice et de tes valeurs. C'est plutôt capitaliste, non, comme. Alors, c'est une excellente question et là tu touches du doigt vraiment un dilemme. Initialement, quand je me suis orientée vers les études de droit, c'était pas pour faire du droit des affaires. Je voulais faire du droit humanitaire. Ensuite, en intégrant la fac et en voyant les débouchés de chaque discipline du droit, on est vite amené à faire des choix qui s'écartent de nos intentions initiales. Donc, je voulais faire au début du droit humanitaire et je voyais mes aînés qui avaient choisi cette spécialité vraiment galérer à trouver des postes intéressants dans des ONG ou dans des structures qui ont besoin de juristes en droit humanitaire. Ensuite, j'avais un goût de la plaidoirie. J'ai fait des concours de plaidoirie à la Sorbonne et je m'étais dit, OK, je ne vais pas faire du droit humanitaire, je vais faire du droit pénal. J'adorais le droit pénal. Je trouve que c'est une matière extraordinaire qui vraiment touche à l'essence de nos libertés fondamentales. Voilà, c'est vraiment le droit noble pour moi.
Et là encore, je me suis dit, mince, mais moi, je veux rentrer au Maroc, je veux pas rester en France. Et je me vois pas faire du droit pénal au Maroc. C'est un milieu qui est très rude. Donc, le droit pénal, c'est juste pour Ouais. comprendre, c'est vraiment défendre les grands criminels. Ouais. C'est des Jacques Vergès et... Ouais, c'est des figures qui m'ont inspiré. Oui, défendre, bon, criminel, il faut déjà le démontrer, mais voilà, défendre des personnes qui sont accusées d'avoir commis des délits, des crimes, défendre aussi des victimes. J'avais pas une attirance particulière pour un côté ou l'autre, mais ce qui me passionnait dans le droit pénal, c'est qu'en fait la société donne le pouvoir à une personne qui est un juge de mettre complètement un citoyen au banc de la société, en l'envoyant en prison ou en le sanctionnant fortement. Et c'est une décision qui est lourde de conséquences. C'est une décision qui dit beaucoup sur nos valeurs et sur ce qu'on veut qu'est-ce qu'est le vivre ensemble, qu'est-ce qui est très grave, la question de la proportionnalité, qu'est-ce que mérite telle action. Et voilà, c'est vraiment des problématiques qui me ça touche à la question des libertés aussi. Absolument. Liberté de faire ou de ne pas faire aussi, des fois, il y a des frontières qui ne sont pas très claires. Exactement. C'est une valeur qui m'est très chère, la liberté. Je trouve que c'est ce qu'on a de plus précieux. Voilà, donc passionnée par le droit pénal, j'ai choisi systématiquement dans mon cursus, dès que le droit pénal ou la procédure pénale était en option, je prenais cette option. Et puis j'ai renoncé à en faire une spécialité parce que je me suis dit que je n'allais pas être bonne sur le terrain au Maroc parce que j'avais pas la maîtrise de la langue arabe que j'aurais aimé avoir, parce que je ne me voyais pas évoluer sur tout ça dans un environnement judiciaire au Maroc. Les retours que j'en avais à l'époque me donnaient l'impression d'un environnement extrêmement rude et je ne me voyais pas évoluer dans cet environnement-là. En tant que femme, ou si tu avais été un homme, tu aurais pris une autre décision? Je sais pas. Je suis pas sûre que ce soit ma qualité de femme qui m'ait fait renoncer à ce parcours. Je pense que vraiment c'est l'environnement judiciaire pénal. Aujourd'hui, je me rends souvent au tribunal de Ain Sebaa lorsqu'il y a des affaires qui me tiennent à cœur et qui sont jugées. Et puis effectivement, je vois la dureté de l'exercice du métier d'avocat dans cet environnement. Et puis un avocat pénaliste, c'est une espèce d'éponge de toute la misère sociale. Et je pense que je me suis pas senti les épaules assez solides pour exercer ce métier-là. Je trouvais que j'avais des bons résultats, en fin de parcours, parce qu'en début de parcours, c'était chaotique. Oui, alors raconte-nous les études de droit. Qu'est-ce que c'est? Parce que l'image que j'en ai, c'est que c'est beaucoup de choses à apprendre, des bandes d'amphis de milliers de personnes. Oui, ça c'est sûr, des amphis blindés. Des choses à apprendre, pas vraiment. Je pense qu'il y a vraiment une incompréhension. Il y a une espèce de mythe que quand on s'oriente vers le droit des affaires, il faut apprendre par cœur plein de choses. C'est pas vrai. Il faut surtout comprendre. Il faut comprendre l'esprit de la réglementation et il faut surtout savoir où aller trouver l'information. Il faut faire preuve d'un grand esprit d'analyse et de synthèse et un esprit critique surtout. Ça, c'est ce que j'en retiens en tout cas de mon cursus. Mon cursus a été chaotique au démarrage, mais vraiment, je me suis pris des grosses baffes. Et aujourd'hui, ça fait partie de mes échecs préférés. En fait, j'étais plutôt bonne élève, même très bonne élève au lycée. Et puis, je faisais partie de ces élèves qui n'avaient pas vraiment besoin de bosser beaucoup pour avoir des résultats. Et du coup, je travaillais un minimum, j'assurais plutôt des bonnes notes. Et je passais surtout beaucoup de temps dans l'associatif, dans le reste. J'aimais beaucoup être entourée et me lancer dans des aventures à côté. Et puis, c'est avec un peu cet état d'esprit que j'ai démarré mes études de droit. Donc, j'allais à la fac sans grande pression. Et à côté, je militais dans des associations, je rejoignais des collectifs. Et là, ça n'a pas payé du tout. Parce que finalement, les études de droit, ça demande une rigueur. Ça demande énormément de travail. Et donc, j'ai démarré avec un double échec. J'ai redoublé ma première année de droit 2 fois. Ah oui. Ouais. J'ai redoublé ma première année de droit 2 fois. Donc, je la rate la première année. Je me dis, bon,
franchement, l'ego prend un coup parce que j'avais jamais été confrontée à l'échec. Et je me dis, bon, allez, je continue, c'est ça que je veux faire. Et la deuxième tentative, encore une baffe. Et là, on se pose une vraie question. Je me rappelle très bien de mon père, l'arhamou, et puis ma mère, qui finalement m'avait toujours laissé une très grande liberté. Ils m'ont jamais questionné sur mes choix. Voilà, j'étais très, très autonome. Et là, qui me prennent entre quatre yeux et qui me disent, bon, est-ce que vraiment tu es faite pour ça? Est-ce que vraiment c'est ce que tu veux faire? Parce que nous, on veut bien continuer à financer tes études, mais là, tu viens d'échouer 2 ans et réfléchis. Est-ce que tu étais l'aîné de la fratrie? Non, je suis la troisième. Non. Je suis la troisième. Mes grandes sœurs, Wessila, avaient fait ses études au Canada en école de commerce, puis était rentrée pour assurer la continuité de l'entreprise, de l'industrie familiale. Et mon autre grande sœur, Esma, à l'époque, faisait des études de pharmacie et elle a fait biologie ensuite. Et donc, moi, je suis la troisième. Je m'oriente vers le droit. Je me prends 2 raclées. Et là, je suis vraiment confrontée à cette question de est-ce que vraiment je veux faire ça? Et puis, j'ai réfléchi longtemps et je me suis rendu compte que j'étais entièrement responsable de ces échecs. Et ce qui était magique, c'est qu'en se disant qu'on était entièrement responsable de ces échecs, on prend conscience qu'on peut être aussi tout à fait responsable de sa réussite et qu'en fait, tout dépend que de toi et de ton travail. Ça a été une énorme leçon. Du coup, je prends la décision de refaire encore une 3e première année de droit. En mettant, je me suis dit, bon là, tu as un démarrage chaotique dans ce métier, tu as un démarrage chaotique dans cette vocation. Maintenant, il faut corriger tout ça et il faut donner à fond. Donc, à partir de là, je reprends une 3e première année très, très studieuse et je décide de faire des stages tous les étés. Donc, je rentrais plus en été. De faire des concours de plaidoirie, de m'investir dans des associations en lien avec le droit et vraiment d'intégrer complètement l'écosystème juridique parisien. Donc, si je comprends bien, les 2 premières années, c'est que tu travaillais pas assez, c'est ça? Je travaillais pas assez parce que j'avais cette habitude de... Parce que tu avais la facilité. Ouais, cette espèce de facilité. Mais voilà, parfois ça paye pas et avec les études de droit, c'était pas du tout la bonne approche. D'accord. Et puis surtout, j'étais fascinée parce qu'à la Sorbonne, on se retrouve avec des étudiants qui viennent de partout dans le monde, des Brésiliens, des Américains, des Espagnols. Enfin, il y avait une diversité extraordinaire et donc je passais beaucoup de temps avec mes camarades de partout ailleurs. J'avais cette curiosité, mais voilà. Donc il fallait arrêter tout ça et plutôt me concentrer sur ce pourquoi j'étais là. Ok. Et dans cet univers-là, est-ce que c'était entre guillemets normal de redoubler 2 fois ou Non, c'était pas normal. En fait, redoubler une fois, c'était assez classique. C'est vrai que la première année de droit était connue pour être difficile. Mais en général, quand tu t'es pris une tôle une fois, l'année d'après, tu y arrives. Et moi, dans mon cas, c'était pas le cas. Et je me rappelle très bien de ce grand professeur de droit des obligations qui, dans son amphi, avouait aussi aux étudiants qu'il avait également fait 3 fois sa première année. Alors, quand on le voyait comme ça, professeur, surtout à l'université, il y avait un aura extraordinaire autour des professeurs. Je me disais, voilà, si lui aussi a eu le même bug au démarrage, c'est qu'au final, c'est rattrapable. Donc, c'était un bon exemple pour moi. Et je trouve ça super important de dire quand on échoue parce que ça permet aussi d'encourager ceux qui rencontrent ce genre de difficultés à persévérer quand on sait que c'est ça. Tout à fait, c'est une belle leçon. Merci de l'avoir partagé. Oui, avec plaisir. Et donc là, tu repasses cette première année. Donc après, ça se passe plutôt... tu reprends une trajectoire, on va dire, correcte. Ouais, après ça roule vraiment, quoi. Je fais une très belle première année. J'enchaîne les concours de plaidoirie. J'ai gagné le concours de l'IAS de plaidoirie à la Sorbonne. Je suis arrivée en finale au niveau national. Alors, un mot sur ce concours. C'est un cas virtuel de souvenir, c'est ça? Alors, pas que un, parce que c'était un rendez-vous, on en a eu, je pense, 8 par tournoi, plus après au niveau national encore. Alors, c'était chaque semaine, on avait un cas le lundi qu'on devait plaider le samedi matin. Donc, on vous donnait une affaire, on décrivait les faits, et puis vous deviez être soit
en défense, soit en demande. Et plaider, alors il fallait mettre de l'humour, il fallait mettre du verbe, il fallait emporter la conviction d'un jury qui était composé soit d'anciens du concours, soit de ce qu'on appelle les secrétaires de la conf. Secrétaires de la conférence, ce sont 12 avocats qui également passent un concours de plaidoirie du barreau de Paris et qui sont investis d'une mission de représentation du barreau. Donc c'est vraiment un peu, pour moi, c'était un modèle, c'était des modèles dans la profession. Et donc, c'est eux qui nous jugeaient. Et voilà, c'est comme ça que j'ai du coup gagné à la Sorbonne en première année. Et ensuite, les finalistes représentaient leur université au niveau national. Donc là, on était reparti encore pour un round au niveau national où on devait s'attaquer aux autres universités. Puis j'étais arrivée en finale. J'ai perdu en finale. Mais c'était une grande fierté. Ouais. Bravo. Et donc, la Sorbonne, c'est combien d'élèves alors, juste pour avoir une idée? C'était des amphis de 500 en première année, oui, à peu près 500. On était à la fois dans les grandes matières. Après, il y avait des matières qui généraient moins de monde. Mais oui, c'était donc c'est déjà pour arriver à être première, c'est déjà ah non, ça c'était la taille de l'amphi. Non, pardon, 500 c'était parce que le concours c'était sur la base du volontariat. Donc oui, on n'était pas 500 à participer au concours. Ah ok, d'accord. Non, ça c'est je parlais de la taille de l'amphi, mais au concours, je sais plus trop combien s'inscrivait, mais ça attirait pas mal de monde. Ouais, ça attirait du beau monde, donc il fallait s'en sortir. Très bien. Ok, donc après les stages, donc là tu as déjà choisi le monde des affaires comme terrain de jeu. En fait, j'ai eu un excellent professeur de droit fiscal. Mais vraiment, quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée. Et du coup, j'ai pris vraiment goût au droit fiscal parce que ça touche quelque part à l'impôt, ça revient à... Il y a une notion de public, en fait, d'intérêt public, collecter l'impôt. Et donc, mes cours de finances publiques et mes cours de fiscalité, c'est des cours que j'ai vraiment adorés. Et donc, assez naturellement, je me suis dit, je vais en faire ma spécialité. Et c'est comme ça que j'ai postulé pour intégrer un excellent master à Dauphine en fiscalité de l'entreprise et j'ai eu la grande chance d'être retenue. Mais là, dans le droit fiscal, il y a bien, j'imagine que il y a l'apprentissage des techniques d'analyse financière et fiscale et les techniques de droit. Donc, il y a vraiment les deux. Exactement. C'est ça qui est passionnant, c'est que on ne s'enferme pas dans du pur juridisme. On fait de l'économie, on touche à la matière financière et à la fois, la loi de finances, c'est une loi. La doctrine administrative qui définit la manière dont doit être interprétée telle ou telle disposition fiscale, c'est un raisonnement juridique. Et c'est ça que j'ai trouvé passionnant avec la fiscalité, c'est que tu es vraiment à l'intersection entre l'économie, la finance et le droit. Et c'est le droit, il faut vraiment avoir une compréhension de ces trois disciplines. Très bien, excellent. Et donc là, donc c'est comme cela que ta spécialisation un petit peu s'opère. Donc c'est à Dauphine, c'est ça? Oui, c'était à Dauphine. En parallèle, j'avais tenté le concours d'avocat. Donc, comme j'avais pris du retard au démarrage, j'ai tenté le concours du barreau dès la maîtrise. En général, on le tente un peu plus tard après le master 2, pardon. Mais là, je me suis dit j'ai perdu 2 ans, je vais essayer d'en gagner un. Donc, et puis j'ai réussi le concours du premier coup en maîtrise et du coup, j'ai fait l'école d'avocat en parallèle de mon master 2 à Dauphine en fiscalité. D'accord, donc là, j'imagine, des années chargées de travail. Oui, c'était énormément de travail. Là, pour le coup, c'était des nuits blanches, c'était des heures à la bibliothèque, c'était le soin du détail. Je me souviens, je passais près de 15 heures à préparer des séances de TD d'1h30 pour vraiment ne rien manquer du tout. Donc là, j'étais vraiment studieuse, j'ai appris la leçon. Bien, alors donc après, donc tu rejoins, je crois, Mayer Brown. Oui. En sortie de tout ça, on va dire. Ouais.
exact. Là, j'ai encore beaucoup de chance parce que je prête serment en tout début 2011. Je réussis l'examen de sortie de l'école d'avocat en 2010. Et là, on est vraiment juste en sortie de crise financière qui a eu lieu en 2008 et qui avait gelé complètement les embauches dans les cabinets d'affaires. Les places étaient très chères, ça recrutait très peu, mais ça commençait à re-recruter. Et là, vraiment une chance extraordinaire de rejoindre ce cabinet qui est Mayer Brown, où j'ai été recrutée au sein du département de droit fiscal, qui était dirigé, et qui est toujours dirigé par Laurent Boré, qui est une figure de la fiscalité parisienne. Alors, sans vouloir te jeter des fleurs, je ne sais pas s'il y a beaucoup j'imagine que c'est très, pour rentrer dans ce type de cabinets internationaux, c'est très exigeant. Il n'y a pas beaucoup de Marocains ou peut-être d'étrangers même sur la place parisienne qui rejoignent ce type de cabinet. Alors oui, c'est extrêmement exigeant. Les places sont très très chères dans les grands cabinets américains ou anglais. Il y a un ou maximum 2 recrutements par département par an et très peu de recrutements. Et donc, les candidatures sont évidemment très nombreuses. Donc oui, j'ai eu cette chance. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pour Mayer Brown, je pense que il recherchait surtout une personnalité, un état d'esprit. Je pense qu'au cours de mes entretiens, ce qui a fait la différence, c'était aussi ce que j'avais pu faire à côté de mes études et puis voilà, les valeurs qui me tenaient à cœur. Parce que j'ai rejoint une équipe qui se démarquait pas mal dans la place. Mayer Brown, c'est un cabinet où il fait bon vivre. C'est un cabinet avec beaucoup de bienveillance, un esprit assez familial finalement. C'est un gros cabinet américain, mais c'est devenu un cabinet américain, mais dans son histoire, c'était un cabinet, c'était un petit cabinet parisien qui a grandi, qui était le correspondant de Mayer Brown en France et puis qui est devenu Mayer Brown plus tard. Mais Mayer Brown a gardé cet ADN de cabinet extrêmement bienveillant où on cherchait on cherchait pas des requins. Il cherchait des personnes qui allaient rejoindre un état d'esprit. Et je pense que c'est ça qui a dû faire la différence. Mais il y a beaucoup de Marocains. Il y en a de plus en plus. Dans ma génération, il n'y en avait pas tellement. Mais là, beaucoup sont les jeunes qui s'orientent vers cette spécialité. Et à l'époque, en 2007 ou 2008, j'avais créé avec 2 amis Heikel Hajaji et Amin Benis, qui était également avocat dans des cabinets anglo-saxons à Paris, l'association AJAM, qui était l'association des juristes d'affaires marocains, où on essayait justement de réunir tous ces Marocains qui avaient fait le même choix. Et aujourd'hui, c'est une association qui existe toujours, qui continue d'être bien animée et qui crée un peu de lien entre tous les Marocains qui sont orientés vers cette voie. Très bien. Donc le Maroc est toujours en arrière-plan dans toute ton histoire. Avant d'arriver à ton retour au Maroc, j'aimerais bien juste m'attarder sur tu passes 4 ou 5 ans dans le cabinet chez Mayer Brown. Qu'est-ce que tu as sur le plan professionnel? Si tu peux nous citer un peu les 3 éléments clés que tu as retenus. Alors, je rejoins une équipe vraiment originale parce qu'on faisait de la structuration fiscale d'opérations de LBO principalement. Et Laurent Boré avait mis en place une méthodologie pour accompagner surtout les fonds d'investissement à acquérir des groupes. Et l'équipe travaillait énormément. Donc, d'abord, le goût du travail acharné, le goût du détail. Et cette volonté d'être disons, les chiffres ne nous faisaient pas peur, au contraire. On était fortement incités à comprendre les BP, à les challenger, à revoir le modèle. Et donc voilà, j'ai vraiment appris énormément sur ce. Donc là, vous êtes sur le mid-market, c'est ça, des entreprises de taille intermédiaire? C'était plutôt, il y avait du large cap et du mid cap. Comme on était en sortie de crise, il n'y avait pas énormément de deals en large cap. On faisait beaucoup de mid cap, mais le cabinet est positionné sur les 2. D'accord. Donc des opérations de structuration financière type fiscale, LBO. ouais.
fiscale de LBO principalement. On faisait beaucoup de consultations aussi sur des points précis de la réglementation fiscale. Mais voilà, disons que là, je me suis vraiment spécialisée sur un truc très, très pointu et je faisais que ça. Et je passais énormément de temps. Je travaillais beaucoup et j'avais beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler avec cette équipe. Très bien. Alors, donc, l'histoire de ton arrivée, de ton retour au Maroc, c'est quoi le déclencheur? Alors, le déclencheur, c'est le décès de mon père, évidemment. En 2013, je perds mon papa, qui est parti très, très vite, maladie foudroyante. J'ai à peine eu le temps de me rendre compte qu'il était malade, qu'il était déjà plus là. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu passer finalement le mois de sa maladie avec lui, grâce, et ça, je tiens à le dire, à une extrême bienveillance de la part de Mayer Brown qui, dès que je leur ai annoncé la maladie de mon père, m'ont dit rentre chez toi, occupe-toi de lui et tu reviens quand tu seras prête. Et donc ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Donc j'accompagne papa pendant cette période. Il part très vite et là, je me dis ok, Paris c'est super, j'ai un super boulot. J'étais mariée à l'époque déjà, donc voilà, on menait une petite vie parisienne très très tranquille. Mais c'est pas du tout. J'avais cette énorme, disons, inconfort et culpabilité de pas être plus près, de pas avoir passé plus de temps avec mon père parce que j'avais passé finalement, ça faisait déjà 13 ans que j'étais en France. Et donc je me disais, il me reste ma mère, il me reste mes sœurs, je veux me rapprocher d'elles et rentrer. Et là, l'idée de rentrer au Maroc, c'était devenu une obsession. Je voulais rentrer à tout prix. J'ai pris mon temps parce que 5 mois après le décès de papa, je suis tombée enceinte. Donc, je me suis dit, je vais attendre de donner naissance à mon bébé en France pour pas trop perturber pour faire les choses un peu de manière apaisée. Et puis, juste après, je profiterai du congé maternité pour entrer. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je continue à travailler. En même temps, je cherchais des opportunités au Maroc. J'étais prête à prendre n'importe quoi. Je voulais juste rentrer. J'ai passé des entretiens dans des cabinets, des beaux cabinets de la place, avec d'excellents confrères, également dans des grandes entreprises. J'avais des pistes, des offres. Et puis, j'ai donné naissance à ma fille. Je suis allée la présenter dans sa poussette à mes collègues chez Mayer Brown. Et je suis rentrée dans le bureau de Laurent Boré pour lui dire que j'avais pris la décision de rentrer et que je n'allais pas revenir après mon congé maternité. Et là, il me dit, mais tu vas faire quoi? Et je lui dis, je sais pas encore, mais j'ai des pistes et voilà. Mais t'inquiète pas pour moi, ça va aller. Il y a des beaux cabinets sur la place. Je suis sûre que je trouverai une place qui me correspondra. Et là, il me dit, mais pourquoi tu resterais pas avec nous tout en étant au Maroc? Et là, je t'avoue, ça a été un moment où je savais juste pas quoi répondre. Il m'a dit, écoute, on peut développer ensemble. Le Mayer Brown n'est pas présent en Afrique. Si on t'attoie au Maroc, on peut s'arranger pour que tu continues à travailler avec notre équipe à distance. Et en même temps, tu essayes de voir s'il y a des opportunités pour le cabinet là-bas. Et là, très sincèrement, je le regarde et au fond de moi, je me dis, mais il est fou ce mec. Moi, qu'est-ce que je vais aller développer? J'avais 30 ans, la place était déjà extrêmement bien desservie et il y avait d'énormes cabinets déjà présents qui avaient, disons, couvert tout le marché avec des grandes figures, généralement masculines, quinquas, bien connectées. Moi, ça faisait 13 ans que j'étais pas rentrée au Maroc, disons, de manière hors vacances. J'avais pas de réseau. Je viens pas d'une famille de juristes, donc j'avais pas non plus cette culture-là. Et je me suis dit, mais il est fou. Enfin, il est fou de me lancer, de me proposer ça. Donc je lui ai dit sincèrement, je lui ai dit, écoute Laurent, franchement, moi je suis pas sûre que je suis la meilleure personne pour faire ça. Et il m'a dit, écoute, on essaye. On part sur une durée courte et puis on voit ce que ça donne. Ça marche pas, tu repars sur tes plans initiaux. Et effectivement, il avait pas tort. Je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre. En vrai, c'était vraiment un moment où on parle de Kairos. Je pense que ça a été un grand moment où cette opportunité, elle se présente à un moment absolument inattendu. Je n'avais pas du tout comme ambition d'entreprendre. Et puis, je me suis dit, écoute, rien à perdre. Il me fait confiance. Il a probablement tort.
mais je vais essayer d'être à la hauteur de cette confiance qui m'est portée et de faire de mon mieux. Et donc, c'est comme ça que je prends mon bébé, je fais mes bagages, je rentre à Casa. Et tout de suite, le jour où j'atterris, c'était le 2 juin 2014, le jour où j'atterris, il y avait en fait déjà, j'avais dû avancer mon retour parce qu'il y avait un associé de Mayer Brown, Toby Moffett, qui est lobbyiste en fait, qui venait de Washington et qui avait des réunions prévues à Casa. Et qui, lui, depuis 16 ans, accompagnait le Royaume du Maroc dans ses travaux de lobbying à Washington. Donc, il était à Casa et il venait de rejoindre Mayer Brown à l'époque. Donc, Laurent me dit, écoute, Toby est là-bas, rentre plus tôt, comme ça, tu le vois, tu fais les réunions avec lui. Et lui, sa mission, c'est de développer la présence du cabinet en Afrique et les connexions. Et donc, comme ça, t'es tout de suite dans le bain. Et donc, le jour où j'atterris, je pose mes bagages, je confie mon bébé à ma mère et je vais à une première réunion où je rencontre Talal Blriti, qui est devenu mon associé après, et qui lui travaillait avec Toby Moffett à Washington en tant que lobbyiste et qui était au Maroc déjà depuis un petit moment, depuis 1 an et demi, il me semble. Voilà, donc on se rencontre autour de Toby qui nous réunit, on fait une réunion, puis on prend un peu le temps de discuter de cette aventure. Moi, j'étais dans le flou depuis total, mais je me suis dit, on va se laisser porter, on va voir où ça va mener. Donc l'idée, c'était, dans cette première rencontre avec Talal, c'était de lancer la structure... Non, c'est venu plus tard. C'est venu plus tard, la structure. Là, on est en 2014. Donc en 2014, moi, j'étais toujours attachée à Mayer Brown, Paris. Je travaillais depuis Casa. Il m'avait pris un bureau au Tweed, chez Régus. Et puis Talal également travaillait pour Toby à distance. Donc on était tous les deux rattachés à Mayer Brown. On se retrouvait dans ce bureau. Et puis notre mission, c'était de voir comment le cabinet, est-ce que ça valait le coup pour le cabinet d'ouvrir un bureau à Casa et de se positionner également sur ce marché. Et Talal, il a quel âge à ce moment-là? Talal a 38 ans à l'époque. Moi, j'en ai 30. D'accord. Voilà. Et donc Talal est donc diplômé en sciences politiques. Il a fait ses études aux États-Unis. Il a exercé pendant 15 ans en lobbying, et puis également dans le développement de manière générale. Il a intégré un certain nombre de think tanks. Et puis côtoyer Talal, ça a été pour moi vraiment une ouverture sur une philosophie complètement différente, une manière de travailler complètement différente. Il est lobbyiste vraiment professionnel. Il fait les choses de manière extrêmement structurée, méthodique. Si tu veux, il m'a ouvert les yeux sur le fait que ce métier n'était pas... c'était un métier extrêmement structuré, avec un objectif développé et qui rejoint complètement le métier d'avocat parce que lobbyer, ça veut dire défendre une position. Et donc, on avait ça en commun. Comment défendre une position, comment défendre un projet au mieux, de manière méthodique et structurée. Ouais, donc, avec Talal, on se lance, chacun avec sa casquette. On était indépendants, on bossait tous les deux pour Mayer Brown avec cet objectif commun. Et puis, on s'aperçoit vite que le marché n'a pas besoin d'un énième gros cabinet d'affaires qui vient bousculer les autres. C'était pas tellement le besoin. Et le marché avait besoin de quelque chose de plus innovant, de différent. Une structure qui soit à la fois capable de s'adapter à des demandes extrêmement sophistiquées des grands groupes, mais aussi savoir accompagner les grands groupes et les plus petits groupes dans des questions qui demandent de la transversalité et qui demandent aussi une adaptation des coûts, des taux horaires. Le problème des grands cabinets d'affaires, c'est que tout de suite, on vous met énormément de pression sur votre taux de facturation, sur votre manière de recouvrer les créances. Voilà, il y a une sorte de compétition un peu financière et une surveillance financière qui est très accrue. Et puis pour Mayer Brown, finalement, notre analyse nous poussait à dire que c'était un marché qui n'était pas suffisamment grand pour justifier l'implantation du cabinet. On a abouti à ces conclusions-là avec Talal au bout d'1 an. Et un jour, Talal me dit, mais attends, viens, on fait notre truc. Viens, on fait notre truc. On a la chance d'avoir Mayer Brown derrière nous. Mais plutôt que d'être Mayer Brown, viens, on va être nous. Et on va être rattaché à Mayer Brown
Comme ça, dès qu'on a besoin d'une expertise pointue technique, on a 1600 avocats de par le monde qui pourraient nous apporter cette expertise. Et donc, on a opté pour cette forme qui était très innovante. On est vraiment très peu à être structuré de cette manière-là sur la place, à être un cabinet 100% marocain, complètement indépendant financièrement, capitalistiquement, et à la fois extrêmement rattaché de manière extrêmement étroite, avec une grande structure, avec qui on échange quotidiennement. Et donc, dès qu'on a besoin d'eux, dès qu'on a besoin de leur expertise, ils sont là et on travaille ensemble sur les sujets. D'accord. Mais finalement, c'était quoi donc, vous avez dit que vous avez trouvé un petit peu une espèce de besoin, des besoins à satisfaire, donc ouais. De manière un peu différente et innovante. Mais finalement, c'est juste pour comprendre, votre levier principal, ça a été de faire des tarifs plus bas, non. Ou d'être plus à l'écoute. Et c'est surtout ça, c'est prendre le temps d'être à l'écoute. Voilà. Quand on est dans des cabinets d'avocats, votre temps, vous devez le facturer. Donc, dans une journée, vous devez facturer votre temps, obligatoirement. Et puis, quand vous ne facturez pas un certain nombre d'heures par jour, c'est mal vu. Et en fait, c'est ça qui moi, me dérangeait profondément. Mmh. C'est que quand on est un acteur nouveau, on n'a pas besoin, il faut qu'on soit à l'écoute, qu'on prenne le temps de nouer des liens, qu'on prenne le temps de comprendre les problématiques des entrepreneurs, qu'on prenne le temps de comprendre les problématiques des entreprises et de l'État, parce qu'on représente aujourd'hui aussi l'État marocain sur certains sujets. Mais ça prend du temps et c'est un temps qu'on ne facture pas et qui ne peut pas être facturé et c'est normal. Donc, c'est surtout ça. On ne voulait pas avoir cette pression-là. On voulait être libre de pouvoir se contenter d'un minimum au démarrage pour vraiment mieux comprendre l'écosystème dans lequel on allait opérer. On n'a pas fait du... C'est au contraire. L'entreprise vous appelle pour vous soumettre une problématique et là, vous... Tu sais, oui. On s'est aperçu d'une chose, c'est que souvent les entreprises ne sont même pas conscientes de leurs problématiques. C'est-à-dire formuler un besoin pour pouvoir appeler un conseiller en disant voilà, j'ai telle problématique, je sais que tu peux m'aider et on part sur une mission. Ça arrive, mais en général, c'est en discutant avec les acteurs que toi, tu vas leur ouvrir les yeux sur des choses qu'ils peuvent faire, des restructurations qu'ils peuvent opérer, des changements qu'ils peuvent opérer, des contentieux qu'ils peuvent introduire. Voilà. Donc, il faut prendre ce temps. Il est précieux. Et puis surtout quand tu es complètement déconnecté de cet écosystème marocain depuis longtemps. C'était le cas pour Talal, qui a vécu 19 ans aux États-Unis. C'était le cas pour moi. J'ai vécu 13 ans à Paris. Et donc, c'était un temps qui était précieux et on a aujourd'hui développé des relations aussi bien avec des acteurs publics que des acteurs privés, que des jeunes entrepreneurs, des startups ou des associations, parce qu'on fait beaucoup de pro bono. Mais on a réussi à les développer parce qu'on s'est donné le temps de le faire et sans aucune pression en termes de facturation. D'accord. Justement, par quels moyens vous arriviez à... Vous avez le temps, mais par quel... Est-ce que c'était des réunions? Est-ce que c'était des déjeuners? Est-ce que c'était des... Oh, c'était un peu de tout ça. C'était de participation à des conférences. C'était parfois des initiatives où des initiatives où... des déjeuners, oui, ça prend des formes très variées. Mais l'idée, c'est de vraiment, laisser ses racines pousser dans ce terrain qui était un peu nouveau pour nous, qui est la place casablancaise, et puis surtout, développer des liens sur le continent. Et ça, on a pris beaucoup de plaisir avec Talal à voyager un peu partout en Afrique, à la rencontre de confrères, à la rencontre de cabinets qui nous ressemblent et avec lesquels on a développé des partenariats qui nous permettent aujourd'hui d'assister nos clients sur le continent. Très bien, donc vous avez commencé à 2. Aujourd'hui, vous êtes une 12aine. Ouais, alors un petit peu, si tu pouvais un peu nous résumer en 3 ans les grandes étapes de développement du cabinet. Alors, au final, quand on dit, quand on était 12 et on était 2 et on est 12 aujourd'hui, pour un cabinet de conseil, c'est assez rapide. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'on a pris notre temps. On a fait des recrutements systématiquement en appelant toute l'équipe à se prononcer.
Donc, on n'était pas du tout les seuls à prendre la décision. On a un fonctionnement qui est extrêmement horizontal, pas du tout dans un fonctionnement vertical. On se considère, toute l'équipe, on est une famille. Et on est surtout des personnalités, on est tous animés par la même volonté d'être perfectionnistes, extrêmement bienveillants entre nous et à favoriser le travail en équipe. Pour nous, s'il y a une valeur cardinale, c'est cette bienveillance qui nous réunit. Donc, on a fait des recrutements systématiquement en triant les CV. Et une fois que les profils étaient intéressants, ce qui faisait vraiment la différence, c'était l'état d'esprit. La volonté de servir, la volonté d'être au service du client, la volonté d'aller aussi, cette curiosité d'aller explorer des choses qui sont en dehors du petit cercle de confort. Et puis, on a eu la chance d'être rejoints par des personnes extraordinaires qui aujourd'hui composent le cabinet. Donc, petit à petit, on a construit cette équipe systématiquement en appelant tous les collaborateurs à se prononcer sur les recrutements, même des recrutements de stagiaires. Donc, voilà, les premiers collaborateurs, on a recruté notre office manager, puis petit à petit, on a recruté des personnes un peu plus seniors et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une équipe qui est extrêmement solide et extrêmement soudée. D'ailleurs, j'en profite pour passer le bonjour à tout le monde. Exact, on leur passe le bonjour. Donc là, j'imagine dans cette période-là, tu installes ces bonnes pratiques, cet état d'esprit, vous vous reconnectez donc avec ton associé au Maroc, donc vous développez le cabinet. Et là, est-ce que est venu le temps, donc maintenant que tu te réappropries on va dire, tout le pays et puis ta place au sein du pays, c'est là où le côté militante est revenu? En fait, il était là dès le premier jour. Ça a toujours été, comme tu dis, tailleur le jour et basket le week-end et le soir. Et en fait, il était là dès le premier jour. En fait, dès 2000, je suis arrivée en 2014, Africa Advisor est né en 2015. Et dès 2015, je me suis investie dans la campagne de Nabila Mounib à l'époque pour donner un coup de main. À l'équipe qui se présentait aux législatives, déjà au municipal et puis aux législatives en 2016. Mais ça, tu prends des risques en faisant ça. Enfin, excuse-moi, mais tu es jeune associé dans un cabinet, tu es responsable du développement et tu prends des risques. En fait, ça dépend comment tu le vois. Pour moi, c'est pas des risques. Pour moi, c'est juste, je suis à l'écoute de ce qui me passionne et je me pose pas de questions, je fonce. Tu prends des risques quand tu as quelqu'un à qui tu dois répondre. Quelqu'un qui va te dire non, tu fais pas ça, si tu dois faire ça, Oui, mais tu vois bien que tu pourrais perdre une affaire, une opportunité en t'exposant comme cela. Oui, mais tu sais, je suis pas là pour prendre n'importe quelle affaire non plus. En faisant ça, en fait, en affirmant tes valeurs, en affirmant tes convictions, mais tu appelles à toi des gens qui ont les mêmes. Et puis tu éloignes de toi les gens qui ne les partagent pas. Et c'est tant mieux. Moi, je suis pas là pour prendre n'importe quoi ou pour accompagner n'importe qui. Je tiens à ce que les 24 heures de ma journée soient consacrées à des choses qui me tiennent à cœur et qui font sens. Et aussi, j'aime bien faire en sorte que mon équipe travaille sur des sujets dans lesquels ils vont s'épanouir. Donc, c'est pas des risques, c'est une manière d'affirmer une identité et qui appelle à nous des gens qui nous ressemblent et qui éloignent de nous des gens qui ne nous ressemblent pas. Très bien. Donc déjà, c'est en 2015, ça commence avec Nabila Mounib. Ouais, donc là, tu sais déjà dès 2011, j'étais derrière mon écran chez Mayer Brown et à la maison et je regardais un peu ce qui se passait, ce dynamisme, ce souffle de débat, d'interrogation sur l'état de droit, et je suis fascinée par cet univers en fait. Je rencontre des gens virtuellement. En fait, je viens de Rabat, du lycée Descartes, et donc j'avais, disons, dans mon Facebook à l'époque, un environnement très rabaté, que j'ai pu connaître au lycée Descartes. Et puis, vient 2011, vient cette vague, et là je me dis, merde, je suis en train de manquer un truc, il y a quelque chose qui se passe, qui m'échappe, et c'est des infos, en fait, tout ce débat-là sur le 20 février ne remonte pas sur mon fil d'actualité. Et pourquoi ? Parce que j'ai plutôt un environnement qui était à l'époque assez inquiet
de ce qui était en train de se passer. Et donc, je décide à ce moment-là de rajouter de manière assez compulsive en tant qu'amie des gens que je connaissais pas, que je connaissais absolument pas et qui prenaient des positions que je trouve extrêmement intéressantes. Et donc, c'est comme ça que mon Facebook, à l'époque, j'avais, 300 amis, devient un Facebook avec 800 amis, dont 500 que je ne connaissais pas, mais que j'avais repérés dans leur prise de position sur des groupes, sur des commentaires, sur des posts. Et je commence à les suivre. Et là, j'ai une espèce de double vie un peu schizophrène où je reçois des informations, je participe à des débats avec des gens que je connais pas. Et la grande chance, c'est quand je rentre au Maroc en 2014, après avoir rejoint le petit groupe qui a animé la campagne de Nabila Mounib, je rencontre in real life, comme on dit, beaucoup de ces personnes que je suivais de manière anonyme et sans les connaître, et qui sont aujourd'hui ma tribu, mes amis. D'accord. C'est intéressant, comme quoi tu as bien profité des réseaux sociaux et des capacités ah oui, ça a été, virtuelles. Complètement, ça a été, c'est un pouvoir extraordinaire de faire que les idées se rencontrent. C'est pas tellement les gens, c'est les valeurs qu'on défend. Et on s'est rencontrés sur des plateformes comme Facebook. À l'époque, j'avais créé mon compte Twitter. J'étais très pudique à l'idée de tweeter, je sais pas pourquoi. Et du coup, je faisais que suivre et écouter et suivre ces débats et repérer des personnalités que je trouvais absolument admirables et fascinantes et que j'ai la grande chance de rencontrer et avec lesquels j'ai noué des amitiés depuis mon retour. Eh bien, c'est de là où naîtra aussi ta participation à Tafra? Oui, en fait. C'est ton réseau bâti d'origine? Non, c'est venu de là, en fait. J'avais donc participé à la campagne. On a les résultats des législatives tombent. Alors, c'est à la fois une très grande fierté parce que le candidat qu'on avait défendu sur Casa Enfa remporte son siège. Il est le deuxième parlementaire FGD avec Omar Balafraj. Et puis, par contre, au niveau national, c'est une raclée. On s'attendait à avoir plus de sièges. Et puis là, c'est pas le cas. Tout de suite après, je rejoins le parti. Je prends ma carte parce que tout ça, j'avais fait sans étiquette. C'était du bénévolat. Voilà, j'étais volontaire. Je rejoins le parti et puis là, je rentre dans des discussions partisanes que je trouve qui me correspondaient pas en fait. C'était pas ma manière Je me suis rendu compte que le politique, c'était pas du tout pour moi. Et que je pouvais être beaucoup plus utile en travaillant sur des problématiques et sur des questions avec des associations, des collectifs, des plus petits groupes où on est beaucoup plus efficace, où on ne se coupe pas les cheveux en quatre, et où on avance. Et donc, j'ai intégré le PSU en octobre 2016. J'ai pas renouvelé ma candidature, ma carte en janvier 2017, donc c'était vraiment très court, 2 mois. Et là, tout de suite, Younes Belmoumen et Karim Hjaji de Tafra me proposent de rejoindre leur board. Et j'ai sauté sur l'occasion en me disant, voilà, c'est des gars qui font des choses extraordinaires. J'étais assez admirative de leur travail. Et je me suis dit, voilà, j'ai vraiment envie de les rejoindre et de participer avec eux à la défense des valeurs démocratiques, à la promotion de l'état de droit, à la demande, les rejoindre dans cette demande insistante d'avoir accès à des informations pour pouvoir analyser, décortiquer. C'est un centre de recherche et je m'y sens absolument bien, entourée de belles âmes. Il faut dire que tu as cette capacité de attirer les bonnes initiatives et pour qu'elles te fassent participer à leur direction, qu'elles soient stratégiques ou de manière générale pour défendre leurs intérêts. Quel est quelle est ta recette là-dessus? Il n'y a pas de recette en fait. Je suis juste vraiment à l'écoute de ma sincérité. J'aime pas les masques. J'aime pas quand on joue un rôle. J'ai beaucoup de respect pour l'authenticité, pour la sincérité. Et je pense que quand on est vraiment à l'écoute de ce qui nous anime, qu'on ne cherche pas particulièrement à plaire et qu'on se laisse porter par des choses qui vraiment au fond de nous-mêmes nous font vibrer, bien il y a un karma qui s'opère et on attire à nous des initiatives qui nous ressemblent. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment une quête de sincérité, d'authenticité et la volonté surtout d'être utile et de servir.
Alors, ça me fait une bonne transition parce que c'est vrai que tu es quelqu'un de ma British Skti. Ça fait la transition avec ce mouvement que tu as co-initié de Massaxesh. Ouais. Alors, si tu peux juste nous raconter très rapidement qu'est-ce qui t'a à ce moment-là touché pour que tu sortes de ton silence. C'est l'histoire de Khadija. C'est l'histoire de Khadija qui m'a noué les tripes, qui m'a vraiment bouleversée. Khadija, c'est cette jeune fille de 17 ans qui avait été séquestrée pendant 2 mois, tatouée, violée, torturée, et qui est sortie de son silence, qui a été libérée, et qui est sortie de son silence, qui racontait son histoire. Et donc, dès que j'ai entendu son histoire, c'était sur une vidéo que j'ai vue un matin en me réveillant sur mon Facebook. Là, j'ai passé une journée horrible en disant, voilà, c'est inadmissible que des choses pareilles se passent dans notre pays. C'est inadmissible de voir ce niveau de violence. Et je voulais comprendre qu'est-ce qui pousse des jeunes gars à se dire que c'est possible d'aller capturer une fille et d'en faire une chose et d'en faire ce qu'on veut. Je ne comprenais pas en fait ça. Du coup, avec Maria Karim, une artiste peintre extraordinaire que j'ai rencontrée d'abord virtuellement sur les réseaux sociaux, puis qui est devenue une sœur, une amie, je l'appelle et je lui dis, Maria, il faut qu'on fasse un truc, c'est pas possible. Moi, Khadija, je veux aller l'entendre, je veux aller la voir, je veux aller juste lui dire, c'est inadmissible ce qui t'arrive et c'est tout, et je suis avec toi. Et donc, le lendemain, avec Maria, on est monté dans ma voiture et on a roulé jusqu'à Ouled Aïed. On a été à la rencontre de Khadija. On avait réussi à avoir ses coordonnées. Et puis, on passe la journée avec elle. On passe la journée avec les militants qui l'entouraient et qui essayaient de la défendre. Voilà, à l'époque, aucune idée de créer un collectif, juste la volonté d'exprimer un soutien à une personne qui a survécu à l'horreur. Et puis vient ce déferlement de haine contre elle à la suite d'une vidéo où une espèce de folle, je l'assume ce que je dis, est venue raconter que en fait c'était une menteuse, et du coup un déferlement de haine contre elle sur les réseaux sociaux. Et là on s'est dit, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que la parole des victimes soit à ce point décrédibilisée. On doit faire un truc. Et on a passé beaucoup de temps avec Malia à réfléchir. On a réuni au sein d'un petit groupe sur Twitter des personnes qu'on connaissait pas, encore une fois, ou très peu. Moi, je connaissais quasiment aucune d'entre elles, des 12 dans la vraie vie. C'est juste des tweetas que je suivais. Et on les a réunis sur la base de leur prise de position sur l'affaire Khadija. Les personnes qui ont défendu Khadija sur Twitter, on les a invités à un petit groupe entre nous. Et puis, on décidait de coordonner nos actions. Dès qu'on voyait un truc pas très joli sur elle, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, on y allait en meute et on la défendait. Mais excuse-moi, est-ce que la justice à ce moment-là ne suivait pas son cours? Alors, la justice, les gendarmes ont fait un travail remarquable. Ils se sont tout de suite mobilisés. Ils ont tout de suite commencé à procéder à des arrestations très rapidement. Maintenant, et puis oui, c'est des arrestations qui ont donné lieu à des aveux, il faut le dire. La plupart ont avoué. Tout ce que dit Khadija, c'est corroboré par les aveux des personnes qui aujourd'hui sont poursuivies. Donc non, la justice fait son travail, mais la justice ne communique pas sur ce travail. Et en même temps, Khadija est lynchée sur les réseaux sociaux, elle est traitée de menteuse. Donc, nous, on ne cherche pas à nous substituer à un travail judiciaire, bien au contraire, on est admiratif de ce travail puisqu'il fonctionne, mais on cherche surtout à apporter un message qui est qu'il est inadmissible de remettre à ce point la question de la parole de la victime en question. C'est pas acceptable. Et donc, on crée le collectif Massaklèche et on décide de porter le débat au-delà de l'affaire de Khadija, mais vraiment à tout ce qu'on appelle la culture du viol. Cette culture qui finalement banalise les violences faites aux femmes, banalise le discours des victimes, le décrédibilise en permanence. C'est pas un problème marocain, c'est un problème qui est universel. Dans tous les pays, on a ce problème-là. Et donc, on a essayé de porter ce combat-là à travers un certain nombre d'actions. Et on le poursuit. Encore aujourd'hui, le groupe est extrêmement mobilisé, actif, uni.
Et voilà, encore au démarrage de cette aventure Masaktiach, on ne se connaissait pas. On s'est réunis sur la base de nos valeurs, sur la base de nos idées. Et aujourd'hui, c'est encore une nouvelle tribu, une nouvelle famille. Et j'en profite pour les saluer toutes et tous, parce que nous avons un homme parmi nous. Très bien, écoute, on le salue particulièrement parce qu'il est, j'espère, le digne représentant il est extraordinaire, de la gente masculine. Absolument. Alors, est-ce que j'ai une petite question sur Twitter, parce que pour moi, Twitter, c'est une belle plateforme pour influencer ou pour diffuser ses idées, mais est-ce que au Maroc, il faudrait pas des relais plus accessibles à la population pour pouvoir justement faire entendre votre message, ou est-ce que c'est déjà fait? Alors, aujourd'hui, on travaille sur Facebook également. On a commencé sur Twitter. Et effectivement, Twitter, disons que l'audimat est très limité. Hein. La Tweetoma regroupe des personnes extraordinaires, mais peu nombreuses. Et donc, ça permet pas effectivement de toucher un large public. En revanche, il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de relais d'opinion sur Twitter. Donc un message qui est véhiculé sur Twitter est rapidement repris ensuite sur d'autres supports, par la presse. Et puis voilà, notre compte Facebook fonctionne aussi. Et là effectivement, on arrive à toucher un plus grand nombre. Et puis on tient particulièrement à faire en sorte que tous nos messages soient diffusés dans toutes les langues. Alors pas l'amazigh pour l'instant malheureusement, mais évidemment l'arabe, le français, l'anglais. Alors, j'ai vu que tu avais commencé à faire des vidéos et à faire des actions coup de poing de type sifflet et compagnie. Bon, très symbolique, mais relayé, diffusé, etc. Dans quoi tu t'embarques? Quel est ton... Je sais pas dans quoi je... Tu sais, c'est ça le truc, c'est que je me pose jamais la question de où ça va aller. Je pose juste la question du présent, du maintenant, de voilà, maintenant qu'est-ce que je dois faire et juste je le fais. Je me pose pas trop la question des conséquences. Parfois je devrais, mais ce qui m'importe c'est vraiment agir sur le présent. Donc non, on s'est pas embarqué dans une série de vidéos. En fait, la vidéo, je pense, dont tu parles, c'était une interview avec AJ+, qui a bien buzzé. On avait parlé c'était au lancement du mouvement. Non, depuis, on n'a pas vraiment fait de vidéo, mais on fait des actions, on fait des appels à témoignages. En ce moment, nous avons sur nos plateformes un appel à témoignages pour les femmes victimes de violences, parce qu'avec le confinement, les chiffres montrent qu'il y a une recrudescence des violences. Les femmes se retrouvent enfermées avec leur bourreau sans la possibilité de recourir à de l'aide, en tout cas de manière très difficile. Donc, les associations se sont mobilisées. Il y a un certain nombre de plateformes qui leur sont ouvertes où elles peuvent parler. Et Masaktiach a encore une fois ouvert ces plateformes pour recueillir ces témoignages. Ok. Très bien. Écoute, bravo pour toutes tes actions. Je ne sais pas vers quoi elles vont t'emmener, mais je te souhaite en tout cas d'être toujours continuer à être révolté et puis que je vois que ça nourrit aussi ton authenticité. Indigné, pas révolté. Je suis pas révoltée, je suis juste indigné. Alors on va finir avec des petites questions rapides, si tu veux bien. Est-ce que tu as des mentors ou des personnes qui t'ont inspiré, on va dire de manière proche ou de loin? J'en ai beaucoup. J'ai vraiment la chance d'être entourée de personnes extrêmement inspirantes. Alors, il y a évidemment ma mère qui est aussi indignée et qui m'a vraiment nourrie dans cet état d'esprit d'être vraiment à l'écoute de soi, de dire non quand quelque chose nous est insupportable. Donc, ma mère m'a apporté ça. Mon père est un entrepreneur, était un entrepreneur assez bienveillant. Donc, je pense que j'essaye de lui ressembler dans ma manière de diriger mon entreprise. Mes sœurs évidemment, avec leur créativité, avec leur rigueur. Chacune est très différente et elles sont une grande source d'inspiration. Et évidemment, il y a mon mari. J'en parle pas souvent. Mais il joue un rôle, il a joué, il continue de jouer au quotidien un rôle fondamental dans mon épanouissement, aussi bien personnel que professionnel, parce qu'il est d'un soutien inconditionnel.
Il est un soutien inconditionnel parce que j'échange beaucoup avec lui, je lui donne beaucoup de conseils. Parce qu'aussi, il ne cherche pas à me mettre dans une case, en fait. Il me donne, tout comme d'autres personnes que j'ai mentionnées, cette liberté, en fait, d'être moi-même, cette liberté cette liberté d'entreprendre. Il m'aide énormément il m'aide dans le cadre de mon cabinet. Et à la maison, on s'occupe des enfants et de tout ce qu'il faut faire de manière parfaitement équilibrée. Donc aussi cette charge mentale qu'on partage à la maison donne aussi du temps, donne de l'énergie et de la disponibilité pour être autre chose. Et voilà, à travers lui, je tiens à rendre hommage beaucoup à tous ces hommes qui ont cet état d'esprit, et qui sont d'un soutien. Et ça, c'est les maris et les pères. En général, ces figures masculines qui épaulent, qui accompagnent, qui encouragent, qui légitiment les femmes dans leur combat, dans leur parcours, sont fondamentales, sont vraiment extrêmement importantes. Parce que dans nos sociétés, le fait qu'un homme ne vous juge pas ou vous autorise à être qui vous êtes. C'était le cas de mon père, l'arhamou, et ça continue à être le cas avec mon mari. Ça coupe court à tout un tas de critiques qu'on peut se prendre de manière très gratuite et très régulière. Lorsque votre mari n'a aucune difficulté avec le fait que vous ayez un voyage d'affaires, que vous restez travailler tard le soir parce que vous devez rester travailler tard le soir, que vous ayez à des événements sans lui parce que vous devez y être parce que c'est professionnel. Enfin, en tout cas, qu'il n'y ait juste aucune remise en question de ça, aucune question par rapport à ça. Ça vous donne une liberté, voilà, ça te donne des ailes, quoi. Et vraiment, je tiens à lui rendre un hommage particulier parce qu'il me donne des ailes. Il m'en a donné dès le début du parcours entrepreneurial et il continue au quotidien parce qu'il prend énormément de plaisir à être qui il est, à pas chercher à être quelqu'un d'autre et à me laisser être qui je suis et sans me mettre dans un moule. Après, d'un point de vue professionnel, je pense qu'au cours de mes stages et de ma carrière en tant qu'avocate au barreau de Paris, j'ai rencontré des femmes associées qui m'ont beaucoup inspirée. Parce que c'est en intégrant ce monde du droit des affaires qui est un monde vraiment masculin. Très peu d'associées femmes et une grande difficulté pour les femmes de se hisser à ce niveau. Parce qu'elles doivent concilier un milliard de choses. Donc oui, j'ai eu énormément d'admiration pour 2 ou 3 femmes associées que j'ai eu la chance de rencontrer au cours de mon parcours et qui m'ont montré qu'il était possible de tout concilier. De faire les choses, s'il fallait se donner le droit de faire les choses différemment, qu'on n'était pas obligé de rentrer dans un moule fait pour les hommes et par les hommes, mais qu'on pouvait inscrire aussi sa particularité, faire les choses à notre manière et qu'on pouvait réussir tout autant, sinon mieux. Tout à fait. C'est vrai que c'est assez remarquable de pouvoir mener de front des vies professionnelles assez exceptionnelles et personnelles aussi, parce que la femme a un rôle effectivement très important et unique. Alors, des petites techniques d'argumentation ou de persuasion que tu pourrais partager, ou alors voilà, des références en la matière, des petits secrets. J'y vais beaucoup à l'instinct, j'ai pas de technique en particulier. Mais j'avoue que quand je bloque sur une question, je pose une question. En général, je fais ça. J'aime bien l'absurde. J'aime bien les raisonnements par l'absurde de manière générale. Je trouve que ça permet de ramener des problématiques vraiment à un état, à un niveau 1. J'aime beaucoup simplifier. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire et je pense aussi que constitue l'ADN de notre cabinet. On sait s'attaquer à des choses très complexes et à les synthétiser dans des formats extrêmement visibles, synthétiques et qui parlent à tout le monde. Je déteste ces jeux
qui s'enferment dans leur jargon entre eux et qui ne se parlent qu'entre eux. J'aime beaucoup l'idée de prendre une matière, de la décortiquer, d'en comprendre et puis ensuite de la ressortir dans un format qu'on peut comprendre. Ouais, ça. Okay. Très bien. Alors, les techniques de réseautage, tu as parlé de ton authenticité. Est-ce que tu as des entrées en matière ou des petites astuces là-dessus? Réseautage, non. En fait, l'idée de technique de réseautage, c'est derrière, on a le sentiment qu'il y a comme une stratégie à mettre en place. Et encore une fois, franchement, j'en ai aucune. Je me laisse juste porter par l'instinct. Et alhamdoulilah, ça me... Tu dis oui au tout venant. Non, pas au tout venant. Je dis oui à ce qui m'inspire. Et je fais un gros travail sur moi pour faire un tri sur ce qui m'inspire et sur ce qui m'inspire moins. Et du coup, je me retrouve embarquée dans des aventures. Là, en ce moment, je suis embarquée aussi dans une très belle aventure qui est l'EFE, Education for Employment, qui est une association extraordinaire qui travaille sur l'insertion professionnelle des jeunes. Je fais partie de Massaktech. J'ai dit oui à Kenza pour rejoindre le Board Outliers. Voilà, tout ça, ce sont des initiatives qui ont peut-être rien en commun, mais en tout cas qui toutes m'interpellent d'une manière ou d'une autre. Et je fais un travail sur moi pour filtrer ce que j'aime et ce que j'aime moins. Non, je pense que ce travail-là est très important. C'est celui que tu arrives à canaliser un peu à la fois tes envies et puis ton terrain d'action. Est-ce que, alors, petite question peut-être sur des livres que tu nous recommanderais? En ce moment, je suis en train de relire un livre qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais lu d'ailleurs quand j'étais étudiante en droit, l'année de mon redémarrage, c'est-à-dire ma première année de droit, qui s'appelle La conjuration des imbéciles. Et je trouve ce livre extraordinaire. Il a été rédigé par un auteur américain qui pensait être un écrivain maudit, qui s'est suicidé d'ailleurs parce que personne ne voulait publier son livre. Ah ouais. Et sa mère a repris son manuscrit et elle est tapée à la porte des maisons d'édition. Il est devenu prix Pulitzer. Extraordinaire livre, une plume fascinante. Au début, on se laisse porter, on ne sait pas trop où ça va. Puis petit à petit, on découvre voilà, un univers absurde, des interrogations sur notre société qui sont d'une cruelle actualité. Sur l'authentique, le superflu, l'important, le moins important. Et voilà, donc ouais, en ce moment c'est ma lecture, donc je le recommande. Très bien. Et est-ce que, en termes d'art oratoire, est-ce que tu as des références à nous conseiller? D'art oratoire, dans quel sens? Dans des techniques ou des... Oui, dans des techniques ou des lectures là-dessus, ou des vidéos, ou des... Honnêtement, non. Non, j'ai jamais vraiment cherché à creuser cette discipline. Elle est, je pense qu'il y a une grande part je suis convaincue que ça peut se construire, mais je pense qu'il y a une grande part déjà à la base d'inné, quoi. Je sais pas. Je pense que c'est difficile. Enfin, ouais, je pense qu'il y a des facilités qu'on a. Facilité qu'on a à s'exprimer, on les a très tôt. Et je pense qu'il est assez difficile il y a des techniques pour faciliter, fluidifier, mais vraiment pour arriver à un résultat, disons, vraiment ces éclats voilà, ces grands orateurs qu'on écoute avec passion, je pense ils sont touchés par la grâce, quoi. Je pense, je les admire parce que effectivement ils arrivent à transporter un auditoire et ça, je pense qu'on peut difficilement y arriver avec du travail. Là, je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui relève du don. Ok. Alors, avant de nous quitter, Shirley, là, quel est le Maroc que tu rêves? Parce que je ne pouvais pas te laisser sans un message d'espoir peut-être aux femmes de ce pays ou à tout le monde. Alors, je rêve d'un Maroc digne et qui accueille qui accueille parce que c'est le nôtre, qui
qui permet à chacun d'entre nous de vivre dignement, d'être traité dignement. Ça, c'est mon grand combat. Et la dignité, c'est la dignité des femmes, c'est la dignité des jeunes diplômés qui cherchent un travail, c'est la dignité des prisonniers, c'est la dignité de notre système judiciaire. Voilà, cette recherche de dignité, c'est quelque chose qui est vraiment dans mon ADN. Je suis révoltée systématiquement quand je vois qu'on bafoue la dignité de personnes. C'est un Maroc pour revenir au monde des affaires, c'est un Maroc qui se débarrasse de mauvaises pratiques, qui se débarrasse de ces escrocs, qui se débarrasse de ces et qui sanctionne lourdement des personnes qui profitent du système. Il y en a malheureusement. C'est aussi mon combat à travers un certain nombre de dossiers que j'ai pu traiter au sein du cabinet. C'est des combats qui sont douloureux, qui appellent un engagement total, qui vous mettent à risque aussi. Mais c'est des risques qui sont importants à prendre parce qu'il y a effectivement des pratiques dans le monde des affaires marocains qui sont d'un autre temps et qu'il faut combattre avec toute son énergie. Donc voilà, un Maroc digne et juste et qui se débarrasse de ce dysfonctionnement. Très bien, alors merci pour ce message. Et avant de te quitter, j'ai quand même envie de te poser une dernière question sur le courage. Parce que je trouve que tu es très courageuse dans tout ce que tu fais. Et voilà, comment bon, il y a apparemment une grande part d'inné chez toi, ok. Mais quand tu as des petits moments de doute, comment tu alimentes ce courage? Et peut-être ça fait partie de ton message peut-être à toutes les personnes qui ont ces petits moments de doute. En fait, le courage, le pendant du courage, c'est la peur. En fait, on est courageux que quand on arrive à dépasser une peur. Et des peurs, j'en ai eu, je continue à en avoir, elles m'animent. Hein. Permanence, c'est le doute. Et ces peurs font partie intégrante de moi. Et à chaque fois, j'essaye de les tordre, de vraiment me dire et alors, qu'est-ce qui va se passer? Et alors? Et je me laisse vraiment porter par ce que je cherche à défendre. Alors parfois, je prends des coups, j'en donne aussi beaucoup. mais je pense que voilà, ce courage, il vient d'abord d'une écoute très bienveillante de ses angoisses et de ses peurs et d'essayer à chaque fois d'imaginer le worst case scénario. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et quand on voit ce worst case scénario, on se dit, OK, est-ce que ça vaut le coup? Et moi, très souvent, je fais la balance assez vite parce que je suis une idéaliste et je suis une romantique aussi dans certains combats que je vais mener. Et donc, je me dis, OK, c'est pas grave, on y va quand même et adviendra. Voilà, il se passera ce qui se passera. Adviendra que pourra. Très bien. Voilà, adviendra que pourra. Très bien. Ben, merci beaucoup, Leïla. Merci pour ton temps, Karim, et encore bravo pour ces podcasts. Et je suis très honorée d'avoir eu l'occasion de partager avec toi ce moment. Merci pour tout. J'ai été également très honoré et je déplore que ce soit pas de vive voix, mais Inch'Allah, ce sera on sera amené à se revoir et puis merci pour tes différents messages, ton partage. Je vous souhaite encore beaucoup de succès à Afrique Advisor et toute l'équipe. Merci beaucoup, merci infiniment. Et on se reverra de l'autre côté du confinement. Exactement, en espérant qu'il arrive rapidement. Merci beaucoup, Karim. Donc, merci encore. Et à vous tous qui nous avez écoutés, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Donc, continuez à nous écouter sur Génération Kairos et à liker ce programme et à le diffuser et à le liker sur les différentes plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de Ixon et s'appelle